Le face-à-face. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. J'avais oublié que j'avais demandé cette chanson de Jacques Brel, Ne me quittez pas, c'est pour ça que j'ai chevauché, je disais chronique d'un effondrement annoncé. C'est l'esprit de votre livre, Louis Osalter, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, aux éditions de l'Observatoire. Alors, on va pas cacher la vérité, on a été collègues et confrères à Marianne, y compris avec Étienne Campion, qui a écrit Le Président Toxique. Décidément, voilà, la génération Marianne s'occupe de très près avec des ouvrages passionnants sur cette présidence étonnante, quand même, voilà. Et donc vous faites un décryptage effectivement de ce long délitement en décryptant les phrases. Vous avez contacté beaucoup de gens. Il y a des informations précises et précieuses. On voit le journaliste d'investigation politique. On voit les portes qui vous ont été ouvertes quand même parce que les gens se sont confiés à vous. Je pense que vous modulez ensuite le propos de certains. Au début de votre ouvrage, au début du livre, La foudre et les cendres, il y a une phrase de Georges Pompidou qui reste pour l'instant donc une référence de stabilité présidentielle et de cohérence politique. Lorsqu'on a la responsabilité de gouverner un peuple, on n'a pas le droit de le précipiter dans l'inconnu sous prétexte que c'est amusant de détruire et que ce qui viendra après pourrait peut-être meilleur. C'est une phrase terrible et elle s'applique totalement à la configuration à laquelle est en train de nous habituer Emmanuel Macron. Oui, c'est une phrase du Nogordien. Évidemment, elle est écrite dans un tout autre contexte, mais quand vous voyez ne serait-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale, ça vous rappelle furieusement cette phrase, ce côté, ce côté où en fait, et c'est ce qui a expliqué que personne ne comprenait vraiment la décision du président, qui était de choisir la bascule dans le vide plutôt que la situation ex ante. Pas que sa situation était flamboyante au début de son deuxième quinquennat. Vous savez, en 2022, il est réélu face à Marine Le Pen à l'issue d'une sorte de non-campagne présidentielle. Oui. Les Français le sanctionnent en fait avec cette majorité relative. Ensuite, comme s'il disait d'accord pour 5 ans de Macron de plus parce que c'est Marine Le Pen en face, mais pas d'accord pour 5 ans de plus de macronisme. Et je pense que là, il y a un grand malentendu parce qu'Emmanuel Macron a quand même voulu appliquer son programme, à commencer par la réforme des retraites. Il s'est retrouvé dans une situation où lui s'est senti cornérisé. Mais si le problème était posé, ça ne veut pas dire que la solution avec laquelle il a répondu au problème était la bonne, à savoir cette dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que ça rappelle furieusement cette phrase. Alors le fil rouge de votre livre, c'est une très belle enquête, hein, et c'est un document en soi. Et évidemment, il porte sur les effets primaires, secondaires, tertiaires, collatéraux et autres dégâts de cette dissolution qu'on peut qualifier de tragique. Vous en expliquez le contexte, comment il la pressent, comment à en parler, ceux qui savent pas, ceux qui le supplient quasiment à genoux de ne pas commettre ce suicide, ceux qui se disent on va tirer les marrons du feu, les conseillers de l'ombre, les visiteurs du soir qui viennent, eux, en lui disant tu vas voir, tu vas dégoupiller une grenade, et va utiliser la formule d'ailleurs de la grenade. Le calcul, c'est quoi en fait, en gros, et Édouard Philippe, enfin tout le monde a disserté. L'idée, il y a bien sûr le désaveu de l'électorat. Il ne pensait pas qu'il descendrait à 14%. Alors on s'est dit, il va se venger du peuple puisque c'est ça. Je dis sous en même temps, il dit... Vous avez l'air de retirer ma confiance, de me retirer votre confiance. Je vais vous donner l'occasion de me la redonner. Et puis, si, tel que c'est prévu, le Rassemblement national obtient une majorité très relative ou absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, on lui confie la patate chaude, le gouvernement. Quelque part, ils se prennent les pieds dans le tapis. On se débarrasse de Le Pen ou de Bardella. Et en 2027, même s'il peut pas se représenter, eh ben, on arrive tout vierge et on garde le pouvoir. C'était un petit peu ça le calcul initial. Alors, il y a plusieurs calculs. Le plus stupéfiant, c'est qu'au moment où il dissout l'Assemblée, Emmanuel Macron pense gagner. En tout cas, il pense qu'il y a un scénario extrême, peu probable certes, mais dans lequel il pourrait renverser la situation. Il compte sur son équation personnelle. Il dit 20%, il est sûr de 20%, qui n'est pas un triomphe non plus. Il dit son socle est à plus de 20%, il parle de son socle personnel. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est persuadé que son image propre peut renverser une situation politique. Ça dit quand même beaucoup de son attitude, sa personnalité et puis sa confiance en lui-même et à ce qu'apporte
sa propre personnalité. Bon, il faut se mettre à sa place, il faut se mettre dans sa tête. Emmanuel Macron ne s'est présenté qu'à 2 élections dans sa vie, c'était des présidentielles, il les a gagnées. Peut-être qu'en effet, ça engendre un excès de confiance une croyance en sa propre étoile, mais il dit, pour se justifier après coup de la dissolution, il dit beaucoup, je suis allé au peuple, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir donné la parole au peuple. C'est vrai. Sauf comment il le fait, le peuple venait précisément de voter. Oui. Il venait de voter, et il venait de voter pour le Rassemblement national, arrivé largement en tête de l'élection européenne, là où effectivement la liste macroniste prenait un sacré gadin. Donc déjà, il y a ce premier élément d'incompréhension. Pourquoi convoquer le peuple à un moment où le peuple vient d'envoyer précisément un message à ses dirigeants, à une période où en plus on arrive dans l'été, il y a des Jeux Olympiques qui se dessinent, le quinquennat, tout ça et tout ce raisonnement est assez curieux. Donc il y a ce premier scénario dans lequel il pense que sur son équation personnelle, il peut renverser la table et qu'il y a un coup à jouer. Et il y a le scénario alternatif auquel évidemment il ne peut pas ne pas penser au moment où il dissout, qui est la cohabitation. Effectivement, un Rassemblement national au pouvoir avec certains interlocuteurs qui, en amont et plusieurs mois avant, lui faisaient voir quels avantages il pourrait retirer de la situation, c'est-à-dire jouer au président sphinx, une sorte de Mitterrand face à Chirac ou à Balladur, qui considère hautement la situation en disant, regardez... Les précédents présidents sont toujours sortis gagnants de la cohabitation, qui était une configuration difficile pour le Premier ministre. Sauf qu'ils se sont toujours présentés après. Mitterrand en 88, c'est comme ça qu'il est réélu. Il y a une élection derrière. Après la cohabitation Jospin. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'élection derrière, et c'est pour ça que ce scénario, c'est quand même le plan B dans l'esprit du président, parce que ça aurait quand même été un curieux crépuscule que celui de voir ses adversaires au pouvoir pendant que lui était impuissant à l'Élysée et sans possibilité de mener une campagne derrière. Alors, cette dissolution n'est pas seulement... On sent quand même qu'il a envie de cocher les cases du gaullisme. J'ai appuyé sur la case dissolution, il resterait référendum peut-être et monte. Bon, il a fait ensuite différentes tentatives. On sent qu'il expérimente. Cette dissolution, elle ne semble pas seulement intervenir comme une réponse à l'électorat. Vous ne m'aimez plus, mais voilà, on va essayer de faire mieux. Redonnez-moi votre confiance. Il y a aussi une petite opération de nettoyage et de remise des points sur les i à l'intérieur de sa propre majorité. Gabriel Attal est la première victime. Gabriel Attal qu'il a nommé au mois de décembre et dont il se rend vite compte que finalement c'était pas un bon choix. Le Premier ministre l'agace. Et même dans sa majorité, dans les parlementaires et Madame Yann Lebrun-Privé également, on sent que cette dissolution va dégager un petit peu tous ces gens-là. Vous m'avez pas assez aimé, je vous punis en dissolvant. Les conséquences en cascade, elles sont d'abord pour ses propres alliés politiques, ou en tout cas ceux qui l'étaient. Et en effet, la première victime collatérale, c'est Gabriel Attal, et en fait, c'est une exécution. Qui le vit très mal, nous sommes d'accord. Évidemment, bien sûr, et qui n'a toujours pas compris, qui n'a toujours pas digéré quelque part cet épisode-là. Ça lui a coupé c'était celui qui s'envolait dans les cimes de la popularité politique, de la notoriété, du prestige, parce que ça a été le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Et Emmanuel Macron lui coupe les ailes avec cette dissolution. Vous parlez du dîner du 10 juin 2024. Le titre de votre chapitre, c'est le lendemain de cuite. Ils sont tous là, les trois premiers, les trois patrons de sa majorité. Attal, Bayrou, donc Édouard Philippe. Et alors Bayrou avait suggéré une dissolution, mais pas tout de suite. Au moment du budget, s'il y avait un blocage, là, il y avait une légitimité, puisque la dissolution, rappelons-le, elle doit intervenir en période de crise. Alors là, c'est juste un désaveu électoral sur une élection qui n'est pas une élection intérieure à la politique française, mais européenne. Et puis Gabriel Attal, qui venait de tomber depuis 5 mois, qui avait à peine fait ses preuves, qui se voyait quand même jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être la fin du quinquennat en poste, et hop, je dégage tout le monde, après moi le déluge, et on va voir ce qui va se passer. Alors ça, c'est très caractéristique de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, et en effet, je raconte, c'est la scène d'ouverture du livre, ce dîner, donc on est au lendemain de la dissolution, on est le lundi 9 juin, Emmanuel Macron reçoit en effet les chefs de parti de ce qui était sa majorité, donc à commencer par Philippe Bayrou Attal. Son but, lui, c'est de parler de la campagne qui s'ouvre, c'est-à-dire de ces élections législatives qui stupéfient tout le monde et pour lesquelles il y a 3 semaines pour faire campagne avant le premier tour. Sauf que ceux qui sont là, mais avec tout le respect qui est dû à la fonction du président, vont quand même lui faire comprendre qu'il y a un problème avec la décision qu'il a annoncée 24 heures auparavant. Un Gabriel Attal qui est évidemment le premier sacrifié et qui en fait se vengera en prenant la tête de la campagne, en s'emparant du groupe à l'Assemblée et surtout en s'emparant du parti Renaissance et du magot qui va avec, parce que c'est un parti qui est riche. Édouard Philippe qui a toujours dit dès le début et publiquement que cette dissolution était une très mauvaise décision, et un François Bayrou qui lui explique qu'il faut démacroniser la campagne. Alors ces termes. Voilà, il lui explique tous les trois, ok, on est dans le fait accompli, par contre tu n'interviens pas, tu ne t'en mêles pas, tu nous laisses faire, parce que ton image est tellement catastrophique que tu vas nous faire perdre. Et là, c'est lui qui tombe de haut. Lui tombe de haut, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'il commence à faire campagne lui-même à ce moment-là.
il fait une conférence de presse, j'y étais, donc il nous convoque, les journalistes. Ils sont trahis quasiment, en disant, lâchés, bien sûr. Et puis alors, il commence à dévoiler quelques lignes d'un programme, à s'exprimer sur la situation politique. Bref, c'est une campagne où lui voulait être au centre du jeu. Et en fait, on voit qu'assez rapidement, il se retire de ce rôle-là, que c'est Gabriel Attal qui investit ce rôle-là, parce qu'en effet, il comprend que ce n'est pas lui qui va pouvoir renverser la tête, que les Français n'ont pas compris cette décision et que par conséquent, voir des candidats macronistes sur le terrain, ceux dont ils entendent parler, ils demandent mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et eux sont bien normal de l'expliquer. Nous sommes avec Louis Alter, auteur de La foudre et les cendres. C'est la chute, du règne Macron. Surtout, vous nous appelez au 01 53 92 22 60 si vous avez envie d'intervenir. Et je crois que vous avez envie d'intervenir et de discuter avec Louis Alter sur ce qui est en train de devenir la Macronie. Tout de suite, on vous retrouve sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Louis Alter, journaliste politique au Figaro, auteur de La foudre et les cendres. Macron, les secrets d'une succession interdite et d'une fin de règne, douloureuse et compliquée pour lui. On en était tout à l'heure à la dissolution. Donc la dissolution, il y a deux options. Soit il regagne la confiance du peuple français, si je peux m'exprimer ainsi, et il retrouve une majorité plus confortable que celle qu'il avait. On va revenir sur cette majorité relative qu'il aurait pu gérer différemment, et beaucoup de journaux suggèrent. Ou alors on joue le tout pour le tout, on perd les élections, le RN gagne les élections législatives, on lui confie évidemment normalement l'hôtel Matignon avec un petit subterfuge, pas Jordan Bardella, oui, à Marine Le Pen. Il y avait un plan. Alors soit elle accepte et c'est elle qui a la patate chaude, du coup le petit Bardella il peut être vexé, soit elle refuse et il dit et ils veulent pas sous prétexte que alors non, le stratagème il est mis à mal par une idée de dernière. D'abord il ne soupçonnait pas que la gauche avait cette capacité de recomposition avec le nouveau Front populaire. Absolument. C'est vrai qu'il s'insultait l'avant-veille. Voilà. Absolument. Ce qui est aujourd'hui à nouveau le cas. Mais il y a un pansement qui s'appelle le NFP et la gauche arrive unie à l'élection législative de juillet 2024. Ça, il s'y attendait pas. Et surtout, alors le coup de poignard stratégique, le Front républicain, Attal et Ruffin, récupérés par Mélenchon, je vous expliquer, accepte de dire barrage. Alors là, barrage sanitaire. Ils vont gagner. Peuple français, réveille-toi. Et on demande à des électeurs de droite, même très à droite, de voter pour des candidats de gauche très à gauche. Et à des électeurs de gauche très à gauche de voter pour des électeurs du centre de droite très à droite. Et là, évidemment, ça fout le stratagème en l'air puisque le RN n'a pas la majorité et on a une assemblée totalement ingouvernable qui a explosé. Alors sur ces législatives, parce que c'est vraiment l'élection où rien ne s'est passé comme prévu, en effet. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, journée d'élection des dupes. Oui, c'est ça. C'est vraiment la journée des dupes en amont de cette élection. Emmanuel Macron compte en effet sur la division de la gauche. Et c'est vrai, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est quelques mois après le 7 octobre 2023 et les attentats islamistes du Hamas, la gauche est en train de se déchirer comme jamais entre les Insoumis, Glucksmann, le PS, etc. Et ça a repris, comme on le disait. Et dans la magie, voilà. Et donc Emmanuel Macron est persuadé quel est le plan d'Emmanuel Macron très précisément ? Il pense que la gauche se divise, que donc la gauche n'est pas au second tour de ces législatives, que donc le second tour des législatives dans la plupart de ces circonscriptions voit des duels entre le Rassemblement national et les macroniens. Et les macronistes. Ce qui va devenir le socle. Schéma qu'il connaît par cœur. Qui est plausible. Comme ça en 2017 et en 2022. Qui est plausible. Et qui pourrait être plausible sur le papier. Sauf que se passe-t-il ? Le nouveau Front populaire se forme en quelques heures seulement, juste après la dissolution. Comme quoi la gauche préférera toujours les sièges, en tout cas le sauvetage des sièges à l'Assemblée aux grands principes qu'elle se donne parfois. Donc il y a cette reformation d'un bloc de gauche qui est assez puissant à ces législatives et qui sera d'ailleurs la première coalition à l'Assemblée nationale au lendemain, mais sans avoir une majorité absolue, bien sûr. Et puis il y a le second tour dont vous parlez. Effectivement, au second tour, Macron et Attal ne sont pas d'accord. C'est quand même important de le souligner. Le soir du premier tour, donc comme prévu, il y a un gadin pour la Macronie. Ils sont souvent troisième, mais il y a beaucoup de triangulaires, donc beaucoup de possibilités de se maintenir au second tour. Énormément de triangulaires. C'était complètement avec une perspective au RN, au final, à 240, 260, voire majorité absolue. Donc les projections des stratèges macronistes, c'est de voir que s'ils ne font pas de retrait organisé avec la gauche, le Rassemblement national pourrait avoir une forte
majorité, et surtout, eux vont disparaître. Parce que ça n'a pas été beaucoup dit sur le Front républicain, mais ce Front républicain, il n'a pas d'abord sauvé la gauche, il a d'abord sauvé la Macronie. Il a d'abord servi de marchepied aux macronistes pour se maintenir à l'Assemblée nationale. Parce que le résultat initial devait être bien plus catastrophique que ça. Dans les malgré tout, ils allaient disparaître. cette ancienne Macronie arrive quand même presque avec, en tout cas, un nombre d'élus plus important. Il suffit de voir l'élection du président de l'Assemblée nationale. Chassaigne fait 205 voix et Braun-Pivet 222. Donc quand la gauche dit on a gagné les élections, la présidence à l'Assemblée prouve que non. Alors est-ce que dans ce stratagème, il n'y a pas la vengeance de Gabriel Attal qui dit ton plan c'était de me dégager et puis de mettre le RN au pouvoir, comme ça effectivement tu leur passes la patate chaude, ils se débrouillent avec Matignon et puis ils se prennent un gadin, et je vais te torpiller ton projet. Est-ce qu'il y a peut-être une idée de ça? Bien sûr, et puis il y a aussi du marketing politique derrière. Gabriel Attal, alors évidemment, il a un moment d'accablement au moment où il se fait dissoudre avec la dissolution. C'est le premier dissous, évidemment, le 9 juin 2024. Il remonte assez vite sur son cheval avec cette idée de dire au fond je serai plus Premier ministre mais je vais être la tête de gondole de la campagne. Ce qui est vrai, les macronistes à l'époque ne veulent plus entendre parler d'Emmanuel Macron et se tournent vers Gabriel Attal qui conserve à l'époque une certaine popularité et liée aussi à son passage à l'Éducation nationale et à Matignon. Ils mettent sa tête sur leurs affiches pour essayer de se sauver. Et Gabriel Attal en profite. Alors là Macron est évacué de la campagne, on est bien d'accord. Mais dès le lendemain. Qui c'est? Dès le lendemain, moi je suis au téléphone avec des... ils ne se souviennent plus de qui est celui qu'ils mettaient sur leurs affiches en 2017 et qui leur a permis d'être élu au passage. Qui rappelle que c'est à lui qu'ils doivent tout. Et évidemment. Bon, alors là, et donc là, vous commencez la relation d'amour-haine entre Macron et les macronistes qu'on voit toujours à l'œuvre aujourd'hui. Gabriel Attal, lui, remonte sur son cheval. Et en effet, au soir du premier tour, quand le RN arrive en tête dans beaucoup de circonscriptions aux législatives de 2024, Gabriel Attal prend ses accents solennels sur le perron de Matignon. Il entame le refrain antifasciste qui est hérité de sa jeunesse. Il a passé une partie de sa jeunesse au Parti socialiste. Faut pas l'oublier. Il a milité au PS quand il était étudiant à Sciences Po. Mais c'est aussi une partie du marketing politique. Il pense qu'il peut se reconstruire une image comme celle-là et enfoncer un coin avec le président. Ça implique de se marier avec le diable, parce qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon soit d'accord. Et qu'il va être d'accord. C'est ce qu'il lui reprochait d'ailleurs, c'est qu'il fait aussi élire au passage des candidats à LFI. Pourquoi la France insoumise et la gauche en général acceptent ce pacte un peu contre nature de dernière minute Parce que c'est aussi un moyen pour eux de préserver ils vont sauver des sièges également. Ils vont même en gagner, parce que les groupes de gauche, pour la plupart d'entre eux, donc tout le monde est gagnant. Plus nombreux à ce moment-là. Donc c'est un pacte gagnant-gagnant sur le dos du Rassemblement national et ses électeurs. Grand gagnant le PS. Oui, grand gagnant le PS dans le nombre de députés, et qui d'ailleurs est devenu pivot, et on le voit avec les épisodes. Et qu'ils doivent quand même au fait que la France insoumise ait accepté de leur donner des circonscriptions gagnables à leur détriment, mais ça consolidait le front de gauche. Aujourd'hui, le résultat de cette... alors déjà, ce que me disent les gens quand je les rencontre dans la rue, Front républicain, on a voté pour le Front républicain en se pinçant le nez, que ce soit de droite ou de gauche. Mais quand on fait un Front républicain, ça veut dire qu'on va à l'étape suivante, on gouverne ensemble. Ouais, ce qui est pas et là, les Français comprennent. Ah non, c'était juste pour barrer la route au RN. Après, on prend les couteaux et on continue à s'égorger. Mais on voulait juste pas que le RN gagne. Les gens sont furieux. Vous avez senti cette impression-là aussi. Bien sûr, le Premier ministre nommé en septembre 2024 est Michel Barnier, alors homme estimable, expérimenté au demeurant, qui a rassuré d'ailleurs une partie de l'électorat, mais qui est issu d'un groupe qui a une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale, qui est revenu mais ça c'est le jeu parlementaire de la démocratie, c'est contesté par tout le monde. C'est l'Assemblée qui décide, elle est souveraine. S'ils s'entendent entre eux, ils s'entendent entre eux. C'est pour ça qu'on est dans un moment parlementaire, mais pour autant, pour une fois, dans cette cinquième République. Oui, d'accord, mais que retiennent les gens quand ils voient les algarades, la discussion envenimée sur le budget actuellement? Que donc personne ne se met d'accord, que l'intérêt général n'est pas pris en compte par les parlementaires, mais surtout... Beaucoup d'entre eux pensent que c'est la faute du président, parce que c'est lui qui a dissous. Et c'est cette décision qui a conduit une assemblée ingouvernable. Et que l'enjeu présidentiel de 2027 est déjà dans les négociations. Et c'est ça qui pourrit tout, quelque part. C'est pour ça que le moment ne sera jamais vraiment parlementaire, c'est parce que l'élection prédominante reste la présidence. En fait, cette dissolution, elle aura servi à souligner les failles d'une cinquième République qu'on croyait pas infaillible, mais assez solide, assez cohérente. Et là, on se retrouve avec une cinquième que le général de Gaulle et ses auteurs, Michel Debré, Jean Foyer, est conçue pour la stabilité. Et on a une configuration qui est pire que la quatrième République. D'ailleurs, à la fin de votre livre, vous dites on est en phase 1958, on va y revenir dessus. Oui, je fais un parallèle parce qu'il est beaucoup fait en ce moment, et en effet, je termine là-dessus. Alors, j'écris un parfum de 1958, point d'interrogation. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes paramètres, mais ça, en tout cas, en vision, ça s'y ressemble. Oui, parce qu'il y a, honnêtement, au niveau contextuel, il y a pas la guerre d'Algérie, voilà, d'accord. On est presque à la guerre d'Algérie aussi. Bon, j'exagère évidemment, mais on a un sujet algérien, mais surtout, on a une crise économique et financière, on a une crise du personnel politique, et je pense que le nœud est là. Je pense que les institutions
elles tiennent. Elles sont malmenées et pourtant elles tiennent. Alors la Cinquième République qu'on a actuellement n'est pas celle du général de Gaulle, puisqu'on est en République quinquennale, ce qui quand même a changé énormément de choses. La Constitution a quand même été modifiée 23 fois, voilà, je crois, et l'esprit du 23 octobre 58 n'est pas tout à fait préservé dans son origine, dans son authenticité. Je ne saurais mieux le dire que vous, Perico. Donc il y a évidemment ces parates-là qui sont modifiées. Et Emmanuel Macron, quelque part, est pris au piège de cette 5e République quinquennale où tout est indexé sur le mandat présidentiel et donc le président. C'est la temporalité qui guide l'action politique et donc tout le monde se tourne vers un seul acteur censé résoudre tous les problèmes et il n'y a pas de respiration démocratique pendant un quinquennat. Bon, certes, il y a des élections intermédiaires mais de moins en moins de participation et on ne renouvelle pas les parlementaires qui font la loi au cours d'un quinquennat. Donc je pense qu'il est pris à ce piège-là et qu'il l'a identifié. Pour autant, des institutions, ça tient du moment qu'on ne les malmène pas trop. Et c'est vrai qu'aller consulter le peuple juste au soir d'une soirée électorale, il y avait quelque chose de baroque. Le général de Gaulle concevait la dissolution comme un instrument de résolution de crise. Il l'a fait en 1962 quand il y a eu une crise avec le Parlement sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Il dissout, il gagne les législatives derrière et il arrive à imposer sa réforme de la Constitution. En 1968 également, en pleine crise de mai 68, le général de Gaulle dissout et on se retrouve avec cette chambre parfaitement justifiée parce que à ce moment-là, il y a en effet un conflit de pouvoir, un conflit de légitimité et un président qui dit à ce moment-là, il faut retourner au peuple et c'est le peuple qui tranchera. Mais si vous voulez, cette résolution, cette dissolution par sur la peur, évidemment, on comprend très bien, mais ça a marché. Ça a marché, mais ensuite on arrive, les deux dernières dissolutions, là pour le coup, c'est le mauvais cholestérol quelque part. Oui. 95, 2024, on a des points communs, et puis surtout on a un point commun flagrant, ce sont des dissolutions ratées parce que faites pour de mauvaises raisons. Elles sont pas légitimes, elles sont marketing, et elles sont même pas stratégiques, elles sont tactiques. Quelque part, il y a un aspect confort. Et ça leur pète au nez. On continue à discuter, j'allais dire là, si je peux m'exprimer ainsi, la chute de la Macronie avec Louis Osalter, qui a été l'auteur d'un livre au vitriol. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, nous débattons de la fin de la Macronie, entre guillemets, avec Louis Osalter. Mais Maud, vous avez une nouvelle à nous communiquer. Une information qui vient de nous parvenir. Boualem Sansal est de retour en France. C'est son comité de soutien qui vient de l'annoncer. Je rappelle que l'écrivain franco-algérien avait été gracié par le président algérien Tebboune le 12 novembre dernier. Voilà. Il s'était dit que le président de la République aurait été heureux d'aller le chercher en Allemagne pour le ramener lui-même. Il va à Berlin aujourd'hui, en fait. Il va à Berlin aujourd'hui, donc voilà. Mais et visiblement, l'entourage de Boualem Sansal et Boualem Sansal ont préféré anticiper cette option et on extrapole, parce qu'on n'a pas d'informations, mais enfin, en tout cas, il est rentré tout seul. Nous sommes sur Sud Radio, où vous pouvez nous joindre au 01 53 92 22 60. Pourquoi vous devez nous appeler? Parce qu'on a un débat passionnant, c'est même pas un débat, c'est un échange avec Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, qui a écrit, c'est un livre de plus parmi la littérature qu'a engendré le président de la République, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, et il n'a pas fini sa phrase, Louis Osalter, et d'une fin de règne douloureuse. Enfin bon, et même s'il reste encore un petit peu de temps. Le point fort de votre ouvrage, Louis Osalter, et vous dites, c'est l'occasion, le coche loupé, l'occasion manquée, élection présidentielle de 2022, pas de campagne puisque la guerre en Ukraine, d'ailleurs Macron ne peut pas faire campagne, il considère que cette réélection coule de source, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, puisqu'en face on a Marine Le Pen, même si elle fait un score meilleur qu'en 2017, on sait bien qu'elle ne pourra pas gagner à ce moment-là. Élection législative, et la surprise, le peuple français, comme en 88, quand Mitterrand avait dit, souvenez-vous, il n'est pas bon qu'un parti politique ait la majorité à lui tout seul. Et les Français avaient envoyé une majorité relative, ce qui n'avait pas empêché Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy de gouverner, mais surtout Rocard. Et là, les Français n'envoient pas une majorité absolue, il manque 40 sièges. Et là, vous dites, et pourtant, les amis de Macron lui disent c'est une occasion rêvée d'ouvrir. Il rate le coche de l'histoire. Alors pourtant, quand on réécrit, qu'on relit plutôt cette année politique 2022, c'est très particulier 2022. C'est une élection présidentielle, mais la politique est mise sous cloche pendant toute la première partie de cette année. On le paye aujourd'hui. Il y a la guerre en Ukraine. Oui, je crois que le premier à payer, c'est Emmanuel Macron pendant tout ce deuxième quinquennat. Parce que là, en effet, j'appelle ça le grand malentendu dans le chapitre dont vous me faites l'honneur de parler. Bien sûr. Il y a cette guerre en Ukraine qui, en effet, qui n'est pas du fait du président, bien sûr, qui annihile quelque part le débat public en France. Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, surfe sur cette vague. Il ne cherche pas
à ce que l'élection présidentielle soit un moment de débat politique sur tous les sujets, des débats clivants. Sa campagne, ce sont des appels à Poutine, des réceptions de Zelensky, des sommets européens et internationaux. C'est ça, sa campagne présidentielle. D'ailleurs, ça marche. Il est réélu sans problème. Marine Le Pen ne peut rien faire une nouvelle fois face surtout au réflexe, évidemment, de barrage au second tour. Donc ça marche. Sauf que la politique en 2022, l'année politique, elle commence précisément avec ces élections législatives. Ça, c'est un moment très politique où, en effet, le peuple dit d'accord pour 50 plus de Macron, mais pas d'accord pour 50 plus de macronistes. Et la majorité relative vient sanctionner à tous les sens du terme cette situation. Et alors, vous expliquez que ce qu'il va être contraint de faire en juillet 2024, il aurait pu le faire dès le printemps 2022, après les législatives, ouvrir au seul parti compatible qui était les Républicains, éventuellement nommer un premier ministre républicain. Michel Barnier explique qu'il était prêt à y aller et qu'on faisait une union alors du centre droit et des droites et que là, on pouvait finir le quinquennat avec une majorité absolue. Au moins sur les 70 députés républicains, 40 ou 45 venaient, ça suffisait. Et même, on pourrait ensuite jouer le jeu des alliances. Mais on avait une stabilité institutionnelle garantie, avec une continuité de la réforme des retraites et tout. Et non, il n'en veut pas. Il nomme Elisabeth Borne. Alors évidemment, là aussi, il y a des gens avec qui il avait promis qui sont vexés. Il prend Elisabeth Borne, qu'il va dégager un an après. Et finalement, ça n'apporte rien. Et ça n'apporte rien. C'est quand même très curieux. Le macronisme, qui venait plutôt de la gauche en 2017, parce que Emmanuel Macron est un ancien ministre de François Hollande et qu'à l'époque, sa pensée était celle c'était les descendants de DSK quelque part. Hein. C'était ce social-libéralisme qui agitait une partie de la gauche et sur lequel Emmanuel Macron a produit son discours politique initial. Il a penché plus à droite à partir de 2017 et le premier quinquennat a vu un certain nombre d'électeurs de droite. La gauche considère que c'est une escroquerie, qu'il a toujours été à droite. Ils se sont fait avoir, ils ne se feront pas avoir deux fois. Évidemment, ça c'est un débat idéologique pour le coup. Mais il y a eu plus d'électeurs de droite quand même. C'est un mépris pour le suffrage universel quand même, parce que les Français, c'est un peuple responsable, qui en a vu d'autres, qui envoie un message clair. Tu n'as pas la majorité absolue, écoute notre doute. Il n'écoute pas notre doute. Il n'a pas interprété, en effet, ce message politique envoyé aux élections législatives de 2024. La preuve, d'ailleurs, il nomme Elisabeth Borne, qui avait la réputation de ministre bonne soldat, mais qui vient plutôt de la gauche, là où la transfusion électorale du macronisme, elle venait plutôt de la droite pendant ce premier quinquennat. Un peu schizophrénique, tout ça. Il y a une première incohérence, et la deuxième incohérence surtout, c'est qu'en effet, vous l'avez très bien résumé, il refuse à ce moment-là de partager le pouvoir. Alors que c'était plutôt le message envoyé par les électeurs. Le message envoyé des électeurs était grand 1, le programme d'Emmanuel Macron à la lettre ne nous va pas, ne nous va plus, il n'en a pas tellement rendu compte. Et grand 2, c'est la verticalité, le macronisme descendant ne nous va plus non plus. C'est ça les leçons à tirer de la majorité relative. Il décide qu'il est encore en majorité absolue et que c'est pas 40 sièges d'écart qui vont changer. Alors à sa décharge, il essaye, en tout cas il fait semblant d'essayer, c'est-à-dire qu'il y a des discussions avec la droite, à l'époque c'est avec Éric Ciotti, il débauche, Olivier Marleix. Bien sûr, il débauche. Il fait pas d'ouverture, il fait de la débauche. Il y aura Rachida Dati après, il y a encore des ministres de droite qui le rejoignent. Non mais il y a des ministres de droite qui le rejoignent. Il fait toujours cette tactique du débauchage pour vider en fait la droite. Alors attention, il avait pensé à Catherine Vautrin. Tout à fait. Et c'est son camp qui lui dit non, pas Catherine Vautrin. Oui, mais c'est pas facile. Hein. Entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne, il y a quand même, ce ne sont pas les mêmes personnalités, pas les mêmes origines politiques. Or, l'une a été première ministre pendant quelques heures après l'élection présidentielle de 2022, et finalement, ça a été Elisabeth Borne. C'est dire quand même cette inconstance. Il y en a eu quelques-uns, Louis Alter, qui ont été premier ministre pendant quelques minutes. Voilà, on va les citer. Louis Alter, il y a Xavier qui nous appelle de Florac. Bonjour Xavier. Bonjour Perico, bonjour Sud Radio. Bon, est-ce que ce débat vous intéresse, vous passionne ? Bah oui, ça m'intéresse. Je suis sorti là il y a 3/4 d'heure du boulot et je vous écoute attentivement. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans l'ensemble. C'est vrai que l'imposture d'Emmanuel Macron, c'est assez tangible. En 2017, il a été élu sur le ni droite ni gauche. Je vais essayer de réconcilier les deux France. Oui, c'était bien le projet. Ouais, c'était le projet, mais parce que c'est notre projet, etc. Bon, on s'est fait avoir un petit peu, parce qu'au final, dès qu'il a été élu, il a mené une politique plutôt de droite, libérale. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous Xavier, pour qui vous votiez avant 2017 ? Vous étiez plutôt d'un côté, plutôt de l'autre ? Moi, je suis un patriote de gauche. D'accord. Et vous avez voté Macron en 2017, du coup ? Vous y avez cru ? Ah non, j'ai jamais cru à cet homme. Non, mais c'était juste pour vous positionner, vous avez tout à fait votre droit. Non, mais moi je parle de la gauche souverainiste, donc qui est très peu représentée en France. Mais j'essaie là de vous parler d'un point de vue assez libre et ouvert. Non, mais tout à fait, c'est bien pour ça que je vous...
Donc là, je vous pose la question. Mon intervention, c'était de vous dire, premièrement, c'est une imposture en 2017, puisque élu sur soi-disant le consensus, le ni droite ni gauche, en fait, il a fait un programme de droite libérale, européiste, voire même conservatrice, quand on voit la réaction face aux Gilets jaunes, hein, les mutilations contre le mouvement populaire des Gilets jaunes. Et puis deuxième imposture en 2022, l'imposture parce qu'il refuse de faire campagne, premièrement. Deuxièmement, quand il est élu, il dit à la sortie de son élection, ce vote m'oblige, parce qu'il a bénéficié des électeurs de gauche. Oui, Louis Alter en parle d'ailleurs, de cette obligation. Il nous l'a refait encore à l'envers, c'est-à-dire qu'il continue sa politique libérale avec la politique de l'offre, européiste, atlantiste, et tout ça, c'est donc une imposture généralisée. Mais là où je voudrais conclure rapidement, c'est que, à mon avis, on oublie là depuis tout à l'heure, on oublie un peu de quoi Emmanuel Macron est le produit, de quoi Emmanuel Macron est l'avatar. Et je pense qu'on oublie les intérêts de classe ici. Mais Emmanuel Macron est le représentant d'une hyperclasse qui détient énormément de pouvoir en France, pouvoir médiatique, pouvoir financier, et qui trouvera un autre petit cheval. Puisque je pense que moi, personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron est le petit cheval, le représentant d'intérêts supérieurs qui, eux, ne se présentent jamais aux élections, mais par contre contrôlent la France. C'est une hypothèse qui a souvent été retenue, mais Louis Alter aborde cet aspect de différenciation sociale. Alors, imposture, Louis Alter, ce qui est certain, c'est qu'il y a une plurielle, de diverses variées. Macron, alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu beaucoup de déçus, et pas seulement ceux qui ont été Premier ministre pendant un jour, 2 jours, et qui visiblement, oui. Il y a eu des électeurs déçus parce que la première campagne d'Emmanuel Macron, l'idée qui lui permet en 2017 de développer un discours consistant à dire ni droite ni gauche, on va balayer les vieux partis traditionnels. À l'époque, ça marche. C'est un marketing qui correspond par ailleurs parfaitement à l'épuisement des partis traditionnels à l'époque, mais qui derrière a déçu énormément de gens parce que ce n'est pas parce que vous dites que vous allez balayer les autres que vous avez un contenu qui est stable. Et c'est ça, je pense, l'un des points prégnants du macronisme depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est l'inconstance du contenu de sa politique au pouvoir. Il y a peut-être une stabilité, en effet, sur la politique que Xavier qualifiait de droite libérale. Depuis 2017, en effet, il y a plutôt une continuité là-dessus. Oui. Mais sur le reste, sur les sujets régaliens, de sécurité, d'immigration, sur les sujets sociétaux, sur la politique étrangère aussi, il y a quand même des zigzags permanents, des va-et-vient qui sont assez permanents. En même temps. Donc on a du mal à qualifier le macronisme. Et c'est pour ça, oui, voilà. Et le en même temps, en fait, on ne peut pas faire du en même temps sur tous les sujets. Ça n'est pas possible parce qu'il y a besoin d'un cap clair. Et c'est pour ça, et ça c'est un aspect aussi que je pose dans le livre, c'est l'avenir du macronisme. Il a confondu en même temps et à la fois, qui sont deux nuances tout à fait différentes. C'est pas exactement la même chose, en effet. Oui, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Quand vous ramez, c'est les deux rames en même temps, mais il faut qu'elles aillent dans la même direction. C'est un peu ça le souci qui a été celui du macronisme au pouvoir. Et ça pose une question que moi-même je pose dans mon livre, qui est la pérennité du macronisme. Est-ce que ça reste un moment de la vie politique française qui est une sorte de parenthèse, où en effet la droite et la gauche ont été écartées au profit d'un président dont on n'a pas trop distingué les points de constance idéologiques, ou est-ce que ça reste comme un corpus avec un bloc du centre, c'est-à-dire un centre français qui reste ancré idéologiquement et politiquement dans le paysage? On voit qu'aujourd'hui il y a un risque de l'effacement. Mettons qu'il y ait une dissolution, c'est pas le cas pour l'instant, mettons qu'il y ait une dissolution ce soir ou bientôt. À combien reviendraient les élus macronistes à l'Assemblée nationale? Et partant de là, et tout le monde a peur, hein. Qu'est-ce qui resterait du courant macroniste dans la représentation sur l'échiquier politique? Beaucoup de partis ont peur de l'arithmétique électorale. S'il y a une dissolution, c'est pour ça que je pense qu'on joue au fait de maintenir l'Assemblée telle qu'elle est. Tout le monde essaie d'y échapper. Parce qu'on est pas sûr du résultat. Louis Alter, on discute avec vous de la fin de la Macronie. On va avoir René qui nous a appelé de Toulouse. On laisse passer une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On prend votre question, René. À tout de suite. Les Chevaliers midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous décryptons les accidents de parcours du deuxième quinquennat et indirectement du premier d'Emmanuel Macron avec Louis Alter, auteur de La Foudre et des cendres qui symbolisent la foudre. C'était la dissolution et les cendres, les conséquences de la dissolution. Et nous sommes en ligne avec René qui nous appelle de Toulouse. René, vous avez envie de nous dire quoi? Oui, bonjour à tous. Ben, écoutez, dans le prolongement des excellentes analyses que vous faites dans cette émission, je souhaiterais que l'on aborde le projet fédéraliste d'Emmanuel Macron, son engagement total sur l'Union européenne, sa volonté de devenir président de l'Union européenne
Et le côté intéressant des événements que nous subissons ces derniers mois, c'est que les Français se rendent compte très bien que la perte des souverainetés nous amène à un chaos général. Et je souhaiterais avoir l'avis de votre invité sur cette question-là. Merci René. Louis aux Alters, est-ce que Emmanuel Macron, alors qu'il a souvent utilisé le terme souveraineté, au début c'était un gros mot, en 2017, c'est devenu aujourd'hui une référence idéologique compatible, il a quand même abîmé la souveraineté de la France, ou peut-il prétendre un jour être président de l'Union européenne dans une Europe fédérale où la France aurait retrouvé sa gloire? Alors l'Europe c'est son gros projet, et alors sur le principe je pense plutôt pour la seconde hypothèse. En tout cas le pari qu'il fait, c'est qu'en effet il pense pouvoir restaurer le rôle de la France dans une Europe qui soit forte et qui se pense comme une puissance. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, et c'est une conversation que je retranscris dans le livre, tout à fait. Au cours d'un voyage vers un sommet qui concerne l'Ukraine et l'Europe d'ailleurs, où il me parle en effet c'est-à-dire les propos qu'il tient. Est-ce qu'il a bien tout fait pour? Est-ce qu'il a bien tout fait pour arriver à une France souveraine dans une Europe souveraine? On n'y est pas, ne serait-ce qu'à cause de l'affaiblissement de la France. C'est-à-dire que l'affaiblissement de la France et de son président, quand Emmanuel Macron arrive dans un cénacle européen et que les autres dirigeants le voient, ils voient un homme qui est impopulaire dans son pays, affaibli dans son pays, qui n'a plus le levier de commande dans son pays et qui ne peut pas se représenter en 2027. Le chancelier Merz, lui, en Allemagne, ira au-delà de cette échéance, et sa coalition tient le coup. Rien que cet exemple montre que non, le bazar qu'il a affiché en France, entre guillemets, se paye aussi dans notre poids sur la scène européenne et internationale. Un peu en Europe, quand il dit qu'il faut envisager d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, sans avoir consulté ses partenaires, c'est hallucinant. Il lui tombe dessus dans la foulée, en effet. Et ça lui est beaucoup reproché. Votre auditeur, René, posait une question intéressante sur le fédéralisme. Est-ce que le projet d'Emmanuel Macron est fédéraliste? C'est très intéressant comme question, parce que le président ne l'a jamais formulé comme tel. Et moi-même, donc, je rapporte cette conversation où il ne prononce pas ce mot, mais ce qu'il dit comme indication de ce qu'il veut que l'Europe soit dans l'avenir nous montre quand même que dans son esprit, des transferts de souveraineté doivent continuer à exister. Et les propos qu'il a tenus à plusieurs reprises sur la dissuasion nucléaire, donc sur le bouton nucléaire dont la France dispose, seul pays de l'Union européenne depuis que le Royaume-Uni est sorti à disposer de l'arme nucléaire, Emmanuel Macron est en train tout doucement de dessiner la route vers, à tout le moins, une sorte de partage, en tout cas de codécision et de coopérationnalité européenne sur la décision nucléaire. Alors, il y a des bonnes intentions derrière. Emmanuel Macron est sincère dans sa volonté d'alerter les Européens sur la dépendance américaine. Il a eu des attitudes courageuses. Il faut lui reconnaître. À un moment donné, lucide. Il faut lui reconnaître que, et ça date pas seulement de la deuxième élection de Donald Trump. Emmanuel Macron a toujours parlé de ce concept d'autonomie stratégique qui est assez pompeux, qui est fait pour les cénacles européens, mais qui en fait consiste à dire aux pays européens: réveillez-vous, nous ne pouvons pas dépendre des Américains pour notre défense, pour notre commerce, pour notre économie, pour notre industrie, sur tous les plans. Ça n'est plus possible. Et une grande partie des élus européens ne l'entendent pas encore de cette oreille-là. Mais par contre, derrière, les conséquences, c'est que ces modalités d'un partage, par exemple, de la dissuasion nucléaire avec d'autres pays européens, et ça pose plein de questions, pas seulement opérationnelles de défense. Évidemment, une question de souveraineté qui n'est pas encore clairement mise sur la table, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a la volonté de la mettre sur la table. Il y a une ambiguïté. On en vient au bilan de la Macronie. On est loin de la cérémonie du Louvre en mai 2017 avec la mise en scène pharaonesque. Voilà, il met la joie. On était parti pour la gloire. Même ceux qui n'avaient pas voté pour lui se disaient il va quand même en sortir quelque chose de formidable. Le bilan est peut-être l'un des plus décevants ou calamiteux de toute la Ve République. Vous citez François Sureau, qui fait partie des visiteurs du soir du premier temps. Le nombre de visiteurs du soir qui vous disent on a été pressés comme des citrons et jetés comme des Kleenex. Voilà, sans aucune empathie. Et puis mais quand il leur voit, d'ailleurs, il leur parle comme si tout allait bien. Et il rencontre un maire d'un petit village qui lui dit mais moi mon problème c'est que j'en peux plus. Voilà, les types en trottinette avec des écouteurs. J'ai pas envie d'être gouverné par ces gens-là. C'est le symbole de la Macronie sociologique. Xavier, votre auditeur précédent d'ailleurs en parlait. Il parlait du sujet de classe. Moi, en effet, dans un chapitre qui s'appelle justement les types en trottinette avec des écouteurs. C'est le nom du chapitre. On caricature assez volontiers comme ça. Donc cette classe urbaine, plutôt aisée, qui ne comprend plus, qui ne se parle plus avec la France rurale, la France périphérique de Christophe Guilluy. Et la Macronie a été quand même un symptôme de ça. Et aussi Jérôme Fourquet qui a très bien analysé ce phénomène entre une France élitaire et une France qui décroche, qui se sent délaissée par la France des métropoles.
Et le moment macroniste est quand même symptomatique de cette coupure sociologique. Parce que, en effet, Emmanuel Macron et son électorat ont incarné cette France des métropoles qui voulait progressiste, ouverte sur le monde, libérale économiquement et sociétalement, qui se coupait des préoccupations de toute une France. Vous voyez, un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy, pour parler que de président de droite, ils savaient unir la France du patron et la France de l'ouvrier de droite, celui qui travaillait. François Mitterrand a su unir la France des profs et la France des ouvriers en 1980. Donc il y avait à l'intérieur des courants politiques des gens de classes différentes qui se parlaient et qui arrivaient à se mettre autour d'intérêts communs. Parce qu'une partie de l'élite cherchait à parler à une partie de la classe plus populaire. C'est de moins en moins le cas, et Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet, etc. l'ont parfaitement montré. Et le moment macroniste en France, ça ne tient pas qu'à Emmanuel Macron, c'est un phénomène, je pense, une tendance de fond, une lame de fond sociologique et historique. Le moment Macron est vraiment symptomatique de ça, d'une sorte de vote de classe, plutôt bourgeoise, face à un vote populaire qui se tourne en priorité vers Marine Le Pen, on l'a vu lors de toutes les dernières élections. Alors évidemment, sa gouvernance est problématique. Vous dites qu'il nomme les premiers ministres comme on balade un pompon de manège devant le nez des enfants pour voir qu'il attrapera. Effectivement, c'est comme ça qu'il a gouverné. Toujours est-il que la dissolution fait que l'article 20, qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, lui est appliqué à la lettre, et que M. Barnier et M. Bayrou, finalement, et même Sébastien Lecornu, on voit la déclaration depuis, c'était en Slovénie, où il dit non, la réforme des retraites, c'est juste une pause. Voilà, alors, il en reparle plus. Le livre, parce qu'il désarmera jamais, c'est un peu comme Sarkozy, hein. Ils sont indémontables. Et là, on pense à 2032. Oui. Et donc, quelque part, ce qui est terrible, c'est que, j'allais dire, de façon non dite, on espère qu'il y aura un chaos. Il sait qu'il ne sera pas en 2027. Donc, au lieu que ce soit une situation apaisante, s'il peut y avoir un chaos entre 2027 et 2032, il reviendra, et ses conseillers lui ont dit, tu reviendras finalement, malgré tous tes échecs, tu seras un bon souvenir, et il se peut presque que tu repasses au premier tour en 2032. Alors, c'est en effet un... Voir face à Marine Le Pen, sa vieille copine. Qui pourra revenir d'une éventuelle condamnation si elle n'est pas candidate en 2027, ils se retrouveront tous les deux. 2032. Le duo infernal. Alors déjà, le couple infernal. Il y a un paramètre biologique. Ils auront tous les deux l'âge pour le faire. Oui. Emmanuel Macron aura... c'est pas Biden, on est d'accord. Voilà, c'est pas Biden. Emmanuel Macron aura 49 ans en 2027. 54 ans en 2032, mais c'est tout jeune. Il sera sage. C'est tout jeune comme âge d'un président de la République. Il aura peut-être tout compris. Alors, c'est ce que François Bayrou dit. Oui. Bayrou a cette phrase dans mon livre, il dit il sera meilleur après qu'avant, parce qu'il n'avait pas l'expérience. C'est vachement rassurant. C'est vachement rassurant en 2032. Alors soit en effet, il y a un pari sur le chaos, c'est-à-dire de dire qu'entre 2007 et 2032, la France est gouvernée par le RN, par la LFI, par je ne sais qui, et que donc il tirait profit de la situation. Mais ce n'est pas la première hypothèse de son entourage. Beaucoup de ses proches considèrent plutôt que si Marine Le Pen ou Jordan Bardella est élu en 2027, c'est comme Obama avec Trump. C'est-à-dire que le bilan qu'on retient des années Macron, ce serait ça. Ce serait l'élection de Marine Le Pen. Alors qu'il avait dit, rappelez-vous, en 2017, au début de son mandat, il dit je voudrais qu'il n'y ait plus de raison pour les gens de voter pour le Rassemblement national. C'était la première promesse, je vais vous débarrasser du Front National, du Rassemblement National. Des raisons de voter pour le vote Front National. C'est quand même précis comme déclaration, et ça met encore plus en lumière l'échec de cette promesse. Et c'est lui qui indirectement va les porter au pouvoir s'ils arrivent en 2027. En tout cas, qui crée une situation politique qui fait que tous les recours sont désormais possibles, puisque lui, l'homme de l'ancien temps qui était remplacé par le monde moderne, finit sur, pour l'instant, un échec absolument retentissant. Louis Oselter, merci de votre témoignage. Je ne doute pas que vous allez continuer à œuvrer, parce qu'il reste encore 18 mois, il peut se passer des choses. Donc après la foudre et les cendres, ça va être la tempête et le souffle. Vous trouvez là qu'il faudra. On va trouver. Voilà, mais enfin, on vous retrouvera sur Sud Radio pour venir témoigner de cette vie passionnante de la politique française qui va aujourd'hui dans tous les sens. Merci Perico pour votre invitation. Et nous allons retrouver bien tout de suite Brigitte Lahaye. Alors c'est la foudre et les cendres, mais en amour, et elle va nous expliquer comment après la tempête on peut avoir des moments de douceur et de réconfort. Et vous êtes sur Sud Radio, 01 53 92 22 60. Utilisez ce numéro de téléphone. À très bientôt.